Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Wow, c'est le 80e ou 80e épisode de Bibloom Podcast. Merci à vous toutes et tous d'être toujours là. Pour l'occasion, j'ai eu le grand plaisir d'être reçue chez David Perroux au Mont-Pèlerin. David est chef d'entreprise, reconverti en romancier. Voilà une bonne raison pour moi d'aller découvrir le parcours de cet homme qui a fait un virage à 180 degrés dans sa vie, comme j'adore. Après avoir publié 5 romans à succès, il vient de sortir un guide d'accès à son génie, Devenez génial. Il anime des ateliers et des retraites pour accompagner tout un chacun à trouver sa zone de génie. Je me réjouis d'ailleurs de l'accueillir le 23 juin prochain pour une journée d'atelier chez Bibloom. Scientifique dans l'âme, David a fait d'intenses recherches sur les intelligences artificielles, IA comme on les nomme, avec comme question centrale, les IA vont-elles nous rendre obsolètes ? Découvre son parcours de vie et des éléments de réponse à cette question dans notre fort sympathique conversation. À tout de suite! Voilà. 1, 2. 1, 2. Ça marche? Ça marche cette fois? Bon, prise 2, Diane. Salut David, on recommence. Bon, alors, moi j'adore toujours raconter un petit peu les histoires en dehors du podcast. C'est un peu comme dans le livre. Il y a l'histoire du livre dans le livre et dans le podcast, il y a l'histoire du podcast. Donc d'abord, salut David. Salut Diane. Et merci beaucoup de m'accueillir chez toi aujourd'hui dans cet endroit absolument extraordinaire. Moi, j'ai la chance, si vous saviez, je suis sur un canapé très confortable face au lac Léman, les montagnes enneigées en face de moi. Le ciel n'est pas super bleu, mais ça, c'est... Il faut leur montrer. Comme toujours. Il faut leur montrer. Il faut leur montrer. Ouais, mais non, tu peux pas. Ouais, ça, je peux pas parce que mon podcast, pour l'instant, il est seulement le son. D'accord. C'est filmé quand même, mais je ne sais pas ce que je vais faire avec ces images parce que je débute avec le film et compliquons pas trop les choses. Pour l'instant, je vous décris la situation et je vous assure que c'est magnifique. Et bien sûr, je mettrai une photo dans l'article de blog. Tout ça, ça va être fait. En tout cas, je suis face à David Perroux. D'ailleurs, merci vraiment de tout cœur. Je me suis plongée dans ton univers ce matin, mais surtout, j'aimerais raconter aussi comment ça se fait que je suis là. Parce que quand même, c'était drôle cette histoire. Enfin, donc, j'ai fait un podcast récemment avec Christian Junot, que tu connais bien. Bien, oui, absolument. Et toi, tu m'as mis un petit message là Oui, j'ai beaucoup aimé le podcast, du coup, je t'ai félicité. C'est ça? Bah oui, juste comme ça. David Perroux qui me félicite. Bon, Bibloom Podcast, toute contente. Je dis, ouais, mais c'est drôlement sympa. C'est qui cet homme-là? Puis j'ai été voir un peu. Je dis, ah, quand même, c'est l'auteur de 5 romans et d'un guide. Devenez génial qui vient de sortir. Mais avant, c'est un financier, chef d'entreprise, qui est devenu un auteur spécialiste de la conscience. Je dis, mais c'est dingue ces changements. Moi, j'adore les gens qui font des changements, des virages à 180 degrés dans leur vie. Enfin bref, je te remercie. Et puis, le lendemain, tu me dis que tu serais partant pour un podcast. Je dis, ah ouais, bah c'est dingue, on va regarder ça. Et tout d'un coup, je me mets dans la voiture pour partir à Vevey, où Anne Guéquier faisait de podcast Métamorphose. Elle faisait une séance de dédicace pour son livre. Je m'installe dans la voiture, je m'arrête au bord de la route et je te fais un message. Donc, je ne te connaissais pas du tout. Je dis, ah bah au fait, je descends à Vevey maintenant, à la librairie La Payot. Peut-être qu'on pourrait se croiser si tu as le temps de boire un café. Et toi, tu me réponds que tu vas aussi Exactement, voir Anne. ouais. Et par hasard, on arrive là à peu près au même moment. Et on finit par aller boire un café ensemble, en fait. Ouais, voilà, c'est les coïncidences de la vie. Voilà, la vie, elle organise tout seul et c'était magnifique. Et donc, à ce moment-là, on place une date pour enregistrer cet épisode de podcast. Et moi, j'ai eu ça fait même pas un mois de ça, hein. J'ai eu
pas trop de temps. En tout cas, j'ai pas pu lire tous tes livres. C'était juste pas possible. Mince, alors. Voilà. Je me disais, il faut se préparer quand même pour aller voir quelqu'un qui écrit des livres ou lire les livres. Mais j'ai dit non, là, il y en a 6, c'est pas possible. Donc, j'ai vite enlevé l'idée que si j'interviewe des gens qui ont écrit des livres, je dois lire tous les livres parce que j'y arriverais pas. Là, c'était juste évident. Je te conseille d'interviewer Bernard Verbier. Je crois qu'il en a écrit 60. Ah, je rêverais d'interviewer Bernard Werber. Je l'ai raté d'ailleurs à sa conférence. Je voulais y aller. Puis finalement, la vie m'a amené ailleurs. Mais je sais que tu l'as interviewé il n'y a pas longtemps. Oh, mais je sens que cette discussion, elle va être juste extraordinaire. Donc aussi, pour finir sur l'anecdote et cette assez longue introduction, on avait déjà commencé l'enregistrement. Et puis, on va parler beaucoup avec toi d'intuition, de conscience. On va parler des trucs absolument extraordinaires. Je vous jure, vous allez être très, très contents, là, les auditeurs de Bibloom Podcast, avec cette conversation-là. J'ai pas de doute. Mais en tout cas, on l'avait déjà commencé. C'était super. Et qu'est-ce que mon intuition m'a fait faire? Elle m'a fait... Ah oui, attends, encore une chose. Tu préférais enregistrer sans le casque sur les oreilles. C'est la première fois que je fais sans casque, pour moi. Sans filet. Sans filet, en gros, c'est ça, sans filet. Et puis tout d'un coup, après peut-être 5 minutes d'enregistrement, mon intuition m'a dit, vérifie si le micro de David est bien allumé. Eh bien, le micro n'était pas allumé. Donc, on a dit des choses qui se sont perdues. Voilà. On essaiera de redire plus ou moins les mêmes choses, oui, avec des mots différents, parce que tout est improvisé. Mais... Absolument, mais je pense que c'est du coup encore mieux. J'adore. Bon, alors raconte-moi ce parcours. Comment est-ce qu'on devient auteur quand on est chef d'entreprise? Disons... Il y a un moment pivot que je te raconterai un petit peu plus tard. Mais avant ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas du hasard. Peut-être que ça naît du hasard, mais ça naît d'une longue préparation. Et moi, cette préparation, elle découle au fait d'une passion, mais c'est presque plus qu'une passion, d'une nécessité que j'ai eue depuis très jeune, déjà adolescent, de comprendre au fait le sens de l'existence. Pourquoi on était là sur Terre et quel était le sens. Je trouvais incroyable de naviguer dans la vie sans connaître les règles du jeu. Finalement, une vie, c'est des millions de décisions. Je l'imaginais un peu comme des millions de carrefours, de routes qui vont à gauche, à droite. Et j'avais besoin d'une carte. J'avais besoin de savoir, en fait, mais quand on a des choix à faire dans la vie, qu'on n'est pas sûr, on fait comment? Du coup, je me suis vraiment attelé à comprendre le sens de la vie. Et puis, je la fais courte, mais j'ai essayé de vraiment... À la base, j'ai une âme de chercheur. Tu l'as dit, j'ai un master en finance, donc je suis quelqu'un avec une base académique. J'ai ensuite travaillé dans la recherche pendant plus d'une vingtaine d'années. J'ai géré un institut d'études comportementales au niveau du trafic, au niveau du secteur aérien. Donc voilà, j'ai une âme de chercheur et j'ai utilisé cette âme de chercheur pour essayer de comprendre le sens de la vie. Et en tirant sur la pelote jusqu'au bout, à un moment donné, je suis arrivé à la naissance de l'univers, le Big Bang. Et pour moi, la réponse, au fait, quand les scientifiques me disaient mais on est né d'une singularité, c'est-à-dire d'une chose inexplicable, l'explosion du Big Bang, et avant ça c'est inexplicable parce que les lois physiques n'existent plus, ça ne me satisfaisait pas. Pour moi, la réponse aux questions que je cherchais se trouvait fondamentalement avant cette singularité. Donc j'ai commencé à chercher dans la physique quantique parce quand on recherche pourquoi l'univers est né, on se rend compte à un moment donné, on nous dit tu ne peux pas aller plus loin, on ne peut pas expliquer plus loin, parce qu'après on tombe dans le mode de la physique quantique qui est un monde complètement fou et très compliqué. Mais bon, ça ne m'a pas arrêté. J'ai fait de la recherche en physique quantique pour essayer de comprendre ce monde absolument fabuleux et complètement fou. Et hasard ou pas, hasard ou rendez-vous, pendant que j'étudiais la physique quantique, quelqu'un m'a offert le livre de Raymond Moody, La vie après la vie, qui parle des expériences de mort imminente. Ah oui. Et qui montre au fait qu'au moment de la mort, il y a une partie de notre personnalité, une partie de notre conscience qui survit. Et que cette partie contient au fait toutes les informations qui fait qu'on sait encore qui on est et qu'on se rend simplement compte qu'on n'est plus dans notre corps humain, mais qu'on continue à vivre avec nos souvenirs, avec la conscience de qui on est. Et ça m'a beaucoup étonné. Et il y a un lien qui s'est fait, je ne sais pas comment dans mon cerveau, pour dire, en fait, ce que tu cherches et ce qu'on dit dans ce livre, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui sous-tend tout ça, c'est une sorte de conscience, de champ d'information intelligent.
Et c'est là où j'ai orienté toutes mes recherches et où finalement maintenant on en est à pratiquement 30 années de recherche sur la conscience. Sur la conscience et cette immortalité de l'âme, en fait. En fait, quand on recherche la conscience, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est d'aller étudier les états de conscience non ordinaires. Parce que l'état de conscience ordinaire, comme on le vit tous les jours, on le connaît bien. Mais de savoir, en fait, les états de conscience extraordinaires, comment est-ce qu'on peut les expliquer? Comment on peut les interpréter? Par exemple, cette histoire de comment ça se fait que la conscience continue après la mort du corps physique, ben, c'est quelque chose qui pose beaucoup de questions et surtout qui ne colle pas avec le modèle scientifique commun, celui qu'on a appris à l'école, celui qui est encore majoritaire, la croyance majoritaire au sein de la population. Oui. Donc voilà, ça c'est vraiment le préambule. Ta question demande une longue réponse parce que tu m'as demandé comment j'ai switché. Donc ça c'est juste pour t'expliquer que je ne faisais pas que mon métier de chercheur comportemental. Je faisais aussi des recherches sur la conscience. Ça veut dire que toi, tu fais partie de ces gens qui cherchent à faire rejoindre la science et la spiritualité, si on veut bien. Absolument. En fait, tu sais, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, je faisais vraiment que de la science pure et dure, mais de la science, je dirais, qu'on dit post-matérialiste, c'est-à-dire que j'avais compris à un moment donné dans mes recherches que les explications scientifiques matérialistes traditionnelles n'expliquait pas les choses que je cherchais et dont j'avais beaucoup de témoignages. Oui. Et du coup, j'ai accumulé les témoignages, j'ai vraiment essayé de chercher comment fonctionnait le cerveau, le corps humain, etc., pour me rendre compte que la conscience telle qu'on la définissait de manière traditionnelle, c'était qu'une partie de la vérité, mais que la vérité était bien plus vaste que cela. Oui. Et donc ça, tu faisais genre pendant ton temps libre ou Oui, c'était un peu ma passion. C'était un de mes loisirs, c'était une de mes passions. Mais pratiquement le 100% de mes lectures, je lisais pas beaucoup de romans, je lisais pas beaucoup d'autres choses. Le 100% de mes lectures étaient basées sur cette recherche, cette quête. Exactement. Et puis, je rencontrais beaucoup de personnes, que ce soit des scientifiques, des philosophes, même des religieux, pour essayer d'échanger sur cette fameuse conscience. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus, parce que c'est ce qui m'intéressait, ce qui me faisait progresser le plus dans ma quête, de personnes qui avaient vécu des états de conscience extraordinaires. Justement, des personnes des expériences de mort imminente, tu veux dire par exemple, des expériences de mort imminente, des expériences de sortie hors du corps, des expériences d'extase lors d'une méditation. Toutes ces expériences... Exact. Qui montrent l'autre monde, quoi. Qui montrent un autre état de conscience, exactement. Et puis, il arrivait un moment où j'avais l'impression d'être... le réparateur de vélo qui connaissait la théorie par cœur. Tu m'as amené à un vélo cassé, je pouvais te le réparer, mais qui n'était jamais monté sur le vélo lui-même. D'accord. Et plus j'entendais ces gens me parler de ces états extraordinaires, plus j'avais envie d'essayer. Oui. Et ça a été un moment pivot, pas le moment pivot dont on parlera peut-être après, mais un moment pivot dans mon existence, ça a été de mettre en pratique et finalement essayer d'arrêter de tout comprendre avec mon mental et puis de vivre et de ressentir. Et là, j'ai commencé vraiment à faire des choses pour moi-même ressentir ce que c'était un état de conscience non ordinaire. D'accord. Et puis, tu as choisi quel outil, ou c'est quel outil qui s'est manifesté à toi pour vivre? Il y en a eu plusieurs. Un des premiers que j'ai utilisé, c'est la respiration holotropique. J'ai fait plusieurs séances de respiration holotropique et ça a très, très bien fonctionné sur moi. Mais après, j'ai fait plein de choses. J'ai notamment participé à une retraite spirituelle animée par Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Oui. Tu pourrais l'inviter dans ton podcast, d'ailleurs. Avec joie. Intéressant. Oui. Si tu me mets en lien, alors je le fais avec joie. Oh oui. Moi, je dis oui à la vie, tu sais. Alors, tout ce qui se présente, je dis oui. Et c'est d'ailleurs lors de cette retraite que ce fameux moment pivot, le moment où j'ai compris que je devais écrire des romans, est arrivé. C'est-à-dire que, comme je l'ai raconté juste avant, je dirigeais une entreprise. C'était une entreprise internationale, donc j'avais beaucoup de choses à gérer. Et lors de cette retraite, j'ai décidé de mettre tout ça de côté pendant 5 jours. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Même quand je partais en vacances, j'étais atteignable. Souvent, mes vacances...
il y avait une heure par jour qui était consacrée à un téléphone, à quelques emails, au travail. Mais là, pendant cette retraite spirituelle, je l'ai commencé comme ça, puis très vite, je me suis rendu compte que c'était inutile. Et puis, j'ai demandé à mon équipe de ne plus me contacter pendant 5 jours. D'accord. Et ça a bien fonctionné parce que entre les exercices qu'on faisait durant la retraite, l'enseignement d'Eckhart Tolle, qui est quand même un maître du moment présent, et le fait d'avoir coupé tout le stress, tout le besoin de gérer une société, fait qu'à un moment donné, j'ai eu l'intuition très forte que je devais partager toutes mes connaissances que j'avais acquises au cours de plus de 20 années à l'époque sur la conscience sous forme de roman. D'accord. Et ça, c'était vraiment une intuition, je l'ai eu clairement. Et ça a été accompagné... Ça me fait les frissons. Ouais, justement, j'ai eu des frissons à ce moment-là. J'étais sur une petite barque parce que le séminaire le stage avait lieu au nord de Manhattan, 3 heures de voiture au nord de Manhattan. C'était des belles forêts d'automne et le centre était devant un lac. Il y avait des barques, j'avais emprunté une de ces barques, j'allais souvent m'assoupir, faire ma sieste sur une barque. Oh, j'adore la sieste. Ah, ça c'est mon moment sacré de la journée. Ah, j'adore. Et c'était justement au moment de m'assoupir que j'ai eu cette intuition. Et là, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu le cœur qui s'est mis à battre, la chamade. Il n'était plus du tout question de dormir. Et j'ai essayé finalement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant ça, j'avais essayé de partager mes connaissances sur la conscience en écrivant un essai, donc un livre scientifique, ou en tout cas bien référencé. Et ça n'avait pas du tout marché. Quand je m'étais relu, je m'étais ennuyé et j'avais décidé de le montrer à personne et de le mettre dans un recoin sombre de mon disque dur. D'accord. Et j'avais complètement oublié cette histoire. Ça faisait déjà plusieurs années que j'avais abandonné d'écrire. Et en réalité, cette intuition m'a donné la solution à un problème dont j'avais plus conscience. C'est ça qui est marrant. Mais dès que j'ai eu l'intuition, je savais que ça a réveillé quelque chose en moi et je savais que c'était le bon chemin. Et je me suis mis à écrire les premières lignes, les premiers chapitres même de mon premier roman durant cette retraite spirituelle. Et là, l'expérience était totalement différente parce que quand j'ai commencé à écrire, je suis rentré dans une sorte de flow créatif où les images de mon roman arrivaient toutes seules devant mes yeux et moi, j'avais plus qu'à les décrire. Et j'adorais ce processus. En réalité, quand j'écris, je suis en état de conscience augmenté ou modifié. J'ai accès à cette information-là et c'est magnifique. Ça doit faciliter la tâche d'écriture quand même. Si tu parlais du vélo tout à l'heure, c'est comme les vélos électriques, non? Ou bien ça aide? Tu dois quand même pédaler, mais ça aide. C'est même plus que ça. Je rentre dans mon histoire un peu comme un personnage et puis elle se déroule devant mes yeux. Et du coup, c'est presque une immersion dans mon roman. J'ai l'impression d'être dedans et puis je décris ce que je vois. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est les histoires notamment de Ariel et Harold, c'est ça? Tes personnages... Entre autres, Ariel et Harold sont les personnages principaux dans 3 romans. 3 romans, oui. Qui ne sont pas des suites, c'est vraiment des histoires différentes. D'accord. Elles se passent dans des vies différentes de ces 2 personnages. Mais oui, ces histoires... En fait, les histoires de mes 5 romans m'ont été inspirées comme ça. D'accord. Ouais. Bon, moi, j'aimerais bien, grâce à ton guide Devenez génial, connecter à ça aussi. Alors, c'est vraiment le but de ce guide. C'est-à-dire que dans ce guide-là, en réalité, j'avais souvent la question, et surtout après le chaman du Pacifique, qui est une histoire assez extraordinaire. Les gens n'ont pas compris d'où une histoire comme ça pouvait sortir. Arriver. Et j'avais beaucoup la question, mais où tu vas trouver toute cette inspiration ? Et à ce moment-là, je me suis dit... Et en même temps, vu que le chaman du Pacifique parle un peu du monde digital, il met en parallèle le chaman qui, lui, a une conscience totalement ouverte. Il est connecté à la nature, il est connecté aux esprits, il est connecté à ce que moi j'appelle le web de l'univers. Et il est confronté à un état de conscience beaucoup plus basique, qui est l'intelligence artificielle, qui essaie de recréer notre intelligence, qu'on pourrait dire l'intelligence QI, l'intelligence intellectuelle. Et j'avais vraiment envie de mettre en parallèle ces 2 formes d'intelligence qui sont très très différentes l'une de l'autre. Et le résultat, c'est que les gens avaient des questionnements sur d'où une telle histoire a pu sortir, puis ils avaient aussi des questionnements sur ces 2 formes d'intelligence, l'intelligence intellectuelle et l'intelligence beaucoup plus intuitive, beaucoup plus empathique qu'a le chaman. Et
je dois le dire, hein, quand je donnais des conférences suite à l'apparition du chaman du Pacifique, avec des questions teintées de peur, la peur en fait de devenir obsolète face aux machines. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le bon moment d'écrire un guide pour expliquer aux gens qu'il n'y a pas à avoir peur, qu'on est beaucoup plus que notre intelligence intellectuelle, mais qu'il faut simplement qu'on retrouve accès à ce flot d'informations qui nous rend génial. Ouais. Et Devenez génial, c'est vraiment un guide où je mélange tout ce que j'ai compris en 30 ans d'études sur la conscience, plus cette expérience personnelle que j'ai, moi, d'y accéder chaque fois que j'écris des romans. Oui. Oh, j'adore. Mais ça, c'est vraiment inspirant, hein. Ça donne non, mais ça donne vraiment envie. Tu sais, moi, je me dis tout le temps à force de travailler sur moi et tout ça, j'incarne vraiment ce que je dis. Enfin, j'ai l'impression que ça descend vraiment comme ça dans mes cellules et puis que je suis vraiment qui tu dois être. Qui je dois être. Enfin, je suis. Puis vraiment que ça donne un bon sentiment, tu sais, de je suis. C'est tout, rien besoin d'autre. Mais par contre, je vois bien qu'en t'entendant, cette connexion, des fois, j'ai l'impression d'y toucher un peu parce que tout est fluide dans la vie, puis tout se met en place, et c'est un peu tapis rouge. Mais j'ai jamais atteint comme c'est vraiment ce truc que tu sais, ces questions qu'on te posait quand tu dis que tu as écrit avec le chaman du Pacifique, d'où c'est venu, d'où ça a pu sortir. Ça me fait penser à Léonard de Vinci, tu sais. C'est sorti d'où s'il a inventé ces machines, comment il a eu toutes ces idées. Enfin voilà, puis là, on l'a déjà su par des génies des siècles passés, que ça existe, ça. C'est pas possible qu'il y ait des gens qui connectent à des trucs tellement incroyables, en fait. Mais tu sais, quand j'ai fait les recherches pour Devenez génial, je voulais justement savoir quelles étaient les grandes catégories de personnes qui avaient accès à ce champ de génie, à ces informations, ce web de l'univers. Oui. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'est tout le monde. Tout le monde, mais oui, c'est tout le monde. Mais après, c'est vrai que il y a des catégories différentes, et notamment les chercheurs. Tu parlais de Léonard de Vinci, on peut parler d'Archimède qui a le Eureka dans son bain. Là. Les chercheurs, c'est vrai que souvent, ils font la découverte qui va changer complètement Weinstein grâce à des intuitions. Donc, c'est grâce à ces informations. Et une chose que j'ai trouvée très, très étrange, mais très intéressante quand je faisais des recherches pour Devenez génial, c'est que je suis tombé sur une étude qui a été faite en 1920 et qui démontre qu'à cette époque-là, 144 grandes découvertes, donc d'avant 1920, ont été faites simultanément par 2 ou plusieurs personnes qui cherchaient sur le même sujet. Oui. Et pourquoi cette étude s'arrête à 1920 ? Après, il y a eu l'invention du téléphone, du télégraphe, etc., qui fait qu'on n'est plus sûr que les gens travaillaient de manière indépendante. Mais avant ça... Ces gens travaillaient de manière indépendante et des grosses choses, comme par exemple, on connaît tous la théorie de l'évolution des espèces de Darwin, parce que c'est le plus connu, mais en même temps, et alors qu'à l'époque, ils ne se concertaient pas, il y a Sir, je ne sais plus son prénom, mais Wallace, qui découvre exactement la même chose. Le calcul aussi, le téléphone, enfin, il y a plein d'inventions qui ont été faites en même temps. Et ça prouve bien, en effet, qu'il y a toutes ces idées, tout est là, et ça nous tombe dessus, en fait, et puis c'est chacun qui va... Voilà, ça nous tombe dessus, mais il faut le chercher aussi. Hein. C'est-à-dire que il faut avoir cette conscience-là. Enfin, oui, et puis, il faut être engagé. C'est-à-dire qu'on va... ce champ d'information qui, à mon avis, est intelligent, il ne va pas donner la solution de l'évolution des espèces ou du téléphone à quelqu'un qui n'y connaît rien. Pour ça. Qui n'est pas fait pour ça. Il faut faire la connexion entre... Ce que je cherche. Voilà, et qu'est-ce que je suis venue amener. Heureusement qu'il n'y a personne qui me donne des informations comme ça, techniques, scientifiques, parce que alors là, je dirais donne à David, parce que moi, oublie-moi pour ça. Enfin, c'est ça. Donc voilà, puis après ce qui est intéressant de noter, c'est que la plupart de ces grandes découvertes ont eu lieu à un moment donné où les chercheurs étaient relax, c'est-à-dire qu'ils étaient pas en train de cogiter. L'exemple typique, c'est justement l'Eureka d'Archimède, où ça fait 2 ans quand même qu'il planche sur ce problème de la poussée.
il ne trouve pas la solution. Puis à un moment donné, il prend son bain, il est relax, et puis paf, la réponse arrive. Ouais. J'adore tous ces petits liens parce que, à mon niveau, à moi, mais moi, c'est toujours sous la douche que j'ai les idées. Et chaque fois, mais c'est incroyable. Alors, il faut que j'arrête la douche pour aller noter. Ou alors, ma fille, elle a une bonne idée pour ça. Elle écrit beaucoup de choses dans la douche. Moi, je suis plutôt à sortir de la douche pour aller me mettre, mais passer à l'action parce que, c'est encore sous la douche. Et voilà, comme Archimède, j'adore. Toi, tu as aussi eu, pour écrire ses premiers romans, ça t'est aussi venu proche de l'eau, dans la barque, à un moment relax, comme tous ces grandes découvertes que les chercheurs ont reçues. Des moments relax, pas des moments où ils cherchaient trop. C'est là où on en était, en fait. Et puis du coup, pour écrire Devenez génial, j'ai quand même un peu disséqué ce qui se passait. Et en réalité, pourquoi on reçoit nos intuitions, cette information qui est une vraie boussole pour notre vie. C'est vraiment les informations qui nous permettent de prendre les bonnes décisions ou de démêler un problème qu'on peut avoir. C'est pas forcément des informations créatives. Moi, je les utilise pour écrire des romans. Il y en a d'autres qui les utilisent pour peindre. Ça, c'est les créatifs. Les sportifs ont accès à ça. On parle de la zone du sportif. Donc, par exemple, Roger Federer en faisait souvent état dans ses interviews. Il disait, j'entrais dans une zone où je voyais à l'avance les coups que mon adversaire allait jouer. Ça le rendait génial aussi. Mais ça peut être beaucoup plus simple que ça. Ça peut être un problème personnel ou professionnel qu'on a depuis un moment. Et on n'arrive pas, avec notre mental, à trouver une solution qui sort de l'ordinaire. Et c'est ce qu'il faut, parce que si la solution ne se trouve pas avec le mental, c'est qu'il faut sortir du cadre de pensée pour trouver quelque chose de complètement innovatif, quelque chose auquel personne n'a pensé, et qui va débloquer la situation et ouvrir de nouveaux horizons. Et là, je me suis rendu compte qu'en réalité, et je l'ai dit, ce qu'il faut, c'est sortir de notre mental. Et là, peut-être, on peut revenir à la conscience et à ce que j'ai dit avant. J'ai dit avant que l'hypothèse scientifique la plus répandue était que la conscience, c'était quelque chose qui était une émanation de notre cerveau, autogénérée par notre cerveau. C'est-à-dire que la matière, notre corps, génère une conscience. C'est vrai. Et ça, moi, je l'appelle notre conscience mentale. Et c'est celle qu'on connaît le mieux, évidemment. C'est pour ça que c'est l'hypothèse la plus répandue. C'est que les gens qui ne font pas de recherche approfondie vont penser qu'il n'y a que ce type de conscience, parce que c'est la voix dans notre tête, elle génère nos pensées. On a en moyenne à peu près 30 000 pensées par jour, c'est énorme. D'accord, moi j'avais même entendu entre 60 et 70 000. En fait, c'est très variable. Mais ça va plus ou moins entre 6 000 et 60 000. D'accord. Mais la moyenne, c'est 30 000. Ok, d'accord. À 60 000, on est au bord de la folie. On ne dort plus. Là, on est vraiment en surchauffe. D'accord. Des gens peuvent devenir fous de penser trop. Et à 60 000, on n'est pas bien. Oui. À 30 000, on n'est pas du tout à l'équilibre. Mais c'est la moyenne. D'accord. Donc, ça veut dire à quel point on pense trop. Mais ça, c'est justement... C'est parce qu'on suractive cette partie de la conscience qui est la partie mentale, qui est la partie autogénérée par notre cerveau. Mais la conscience, c'est pas que ça. La conscience, c'est aussi, et là les recherches modernes le montrent, notre corps est aussi un émetteur-récepteur, comme un poste radio, un poste de télévision ou nos téléphones portables, d'un champ d'information qui est beaucoup plus vaste et qui se trouve à l'extérieur de notre corps. Et c'est pour ça que les expériences de mort imminente, les expériences de sortie de corps, sont quand même assez fréquentes. Expérience de mort imminente, on a 30 millions de témoignages de gens qui ont vécu et ces témoignages se recoupent très bien. Tous, oui. Donc c'est pour ça que ces choses-là sont possibles. C'est que la conscience, un peu à l'image de ton téléphone portable, s'il est bien paramétré, par exemple, tu enregistres notre conversation aujourd'hui, s'il est bien paramétré, cette conversation va aussi se sauvegarder dans le cloud. Et du coup, si tu perds ton téléphone ou tu le casses, cette information n'est pas perdue. Elle existe encore quelque part. Et bien la conscience, c'est la même chose. On a non seulement une sauvegarde à quelque part, mais en plus, dans ce cloud, existe justement ce que j'appelle le web de l'univers, donc toutes ces informations. Le seul problème, c'est qu'on est beaucoup trop dans notre mental, donc on est beaucoup dans nos 30 000 pensées, et ces pensées font une sorte de bruit opaque et nous empêchent de voir
ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est ce que moi j'appelle dans Devenez Génial nos ici, c'est-à-dire nos intuitions, notre véritable créativité, notre sens de l'innovation. Et ça c'est de l'information qui nous vient d'ailleurs. Et cette information, elle se trouve derrière le brouhaha de nos pensées. Et la technique que j'expose dans Devenez Génial consiste simplement ou principalement à espacer un peu, à revenir à un mode, comme justement sous la douche ou dans le bain pour Archimède ou sur ma barque durant ma retraite. L'idée, c'est à un moment donné de se remettre dans un état de calme pour faire de l'espace dans nos pensées. Et là, on reçoit immédiatement nous ici. Oui. Waouh. Donc, moi, j'ai un petit peu vécu ça. J'ai ressenti un fort besoin de faire une retraite silencieuse. Enfin, d'aller dans le silence. Parce que moi, je parle beaucoup. Enfin, puis j'aime. Moi, j'aime être en lien avec les gens. Après, je suis aussi très solitaire dans mon quotidien. Je suis très solitaire, mais quand même, je suis dans l'action. Enfin, je suis pas... Et j'ai ressenti le besoin d'aller me mettre dans le silence. Et j'ai atterri dans une yourte. Bon, j'ai fait ça pendant 28 heures. C'était pas non plus très très long, mais enfin quand même, j'étais toute seule, sans téléphone. Et c'est vrai que là, c'était incroyable le nombre d'informations que j'ai reçues là. C'est d'ailleurs là que c'est confirmé que je devais écrire le livre, et c'était de manière tellement drôle que je l'ai reçu. Enfin, ouais, on t'a trouvé, peut-être chacun c'est différent, je ne sais pas comment connecter à ça, comment couper ces pensées. Il y a beaucoup de portes d'accès. Et dans Devenez Génial, j'ai juste essayé, parce qu'il y a tellement de choses en réalité qu'il y a des risques qu'on se perde en chemin ou qu'on fasse une piste noire avant de faire une piste bleue et du coup on se casse la gueule, quoi. Et puis après on n'a plus envie d'essayer. Donc dans Devenez Génial, ce que j'ai essayé, c'est parmi toutes ces techniques de trouver un chemin logique qui nous donne le plus de chances de succès. D'accord. Et du coup, c'est vraiment c'est une technique qui va d'abord essayer d'enlever tout ce qui peut mettre de l'huile sur le feu. Parce que pour moi, ça ne sert à rien d'aller faire de la pratique, comme tu l'as fait en étant en silence, si derrière, on est sans arrêt en train d'en rajouter. Et il y a vraiment des choses qui mettent de l'huile sur feu. Ce sont nos croyances collectives, nos croyances limitantes, les conflits qu'on peut avoir. Exactement. Donc pour moi, dans la technique que j'enseigne dans Devenez Génial, il faut d'abord, en premier lieu, avoir travaillé là-dessus. Ouais, ou libérer aussi tout le pessimisme et tout ça, enfin libérer un peu... Oui, en tout cas, être sûr qu'on est... Voilà, on a peut-être encore beaucoup de pensées, mais on n'est pas en excès. Et puis, il n'y a pas des choses qui nous travaillent tellement que ça ravive tout le temps le truc. Oui. Puis après, on peut commencer l'entraînement. C'est-à-dire qu'après, on peut commencer à faire des exercices pour penser moins. Et là, de nouveau, dans l'entraînement, il y a des choses beaucoup plus faciles que la méditation, beaucoup plus faciles. Toi, tu as aussi commencé, mais peut-être c'est pas par ça que tu as commencé, parce que tu es déjà en chemin depuis longtemps. Mais rester 28 heures en silence, on est déjà aussi dans des choses que tout le monde ne peut pas faire. Ça peut justement être l'équivalent de commencer à skier sur une piste noire. Donc, dans Devenez Génial, je donne des petits trucs qui font que on peut commencer facilement. J'adore. Et prendre goût, et puis après, on peut aller de plus en plus loin. Puis après, j'ai une dernière étape qui est une grosse étape. Les gens ont pas conscience à quel point cette étape est importante. C'est une fois qu'on en reçoit nos ici, c'est d'en faire quelque chose. Passer à l'action. Parce qu'alors ça, beaucoup de monde vont jusqu'au moment où ils reçoivent des ici. Mais les ici, elles proviennent d'une autre source. Elles proviennent d'une source qui n'est pas forcément cautionnée par le mental. C'est-à-dire que, imagine quand moi, je suis chef d'entreprise, que j'ai déjà essayé d'écrire un livre, que j'ai perdu un temps fou, qu'il ne s'est rien passé, et que je reçois une ici qui me dit « deviens romancier ». Mais moi, je n'ai jamais écrit un roman, j'ai jamais d'autre que cet essai qui n'a pas fonctionné. Je te dis pas comment mon mental a réagi. Ouais. Hein. Ah oui, je le sens. J'ai l'impression d'être ton mental ou d'être avec lui. Oui, je vois. Et si j'étais pas, je pense que si j'étais pas à ce moment-là en train de faire une retraite spirituelle avec Eckhart Tolle, il y a peu de chances que ce qu'aurait fait mon mental, c'est qu'il m'aurait simplement raisonné et il m'aurait convaincu que cette ici était une mauvaise idée. Ouais. Ah ouais. Et du coup, dans Devenez Génial, il y a vraiment tout un entraînement que je préconise pour faire en sorte que le mental accepte de prendre une place au moins presque, enfin de soutien. Plus équilibré, si tu veux. J'ai l'impression qu'on lui donne le rôle parce que, mais ça c'est aussi, on n'est pas responsable, hein, c'est notre système éducatif, c'est notre système sociétal qui fait que l'intelligence QI
jusqu'au jour où les machines la remplaceront, et la ressource que l'humain doit absolument donner à la société. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. Hein, Et du coup, on a appris dès notre plus jeune âge à être complètement dans notre intelligence intellectuelle, dans notre intelligence QI. Et du coup, ça met ce type de conscience, donc ça met notre mental sur un piédestal. Et puis l'autre type de conscience, la conscience esprit, qui elle a la sagesse, parce qu'elle est connectée à ce champ d'information, elle est en dessous. Oui. Elle est en dessous. Et puis, du coup, ce que j'apprends dans la troisième partie de Devenir génial, c'est de revenir à l'équilibre. Je ne veux pas du tout dire que le mental, il est super utile. Et on en a besoin. On en a vraiment besoin. Si quelqu'un doute, il peut lire le livre de Jill Bolte Taylor, qui c'est un best-seller, hein, qui a une attaque cérébrale. Elle a perdu la partie de son cerveau qu'on peut résumer en disant que c'était le cerveau gauche, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le cerveau, mais c'est le cerveau rationnel. Elle l'a perdu, elle a mis 7 ans à le récupérer, à refaire des connexions neuronales. Donc elle a vécu dans l'extrême, elle a vécu dans la conscience esprit pendant 7 ans. Elle ne pouvait même pas se doucher toute seule. Donc le mental, on en a vraiment besoin. Elle a adoré ces 7 années, mais elle a dû être assistée comme une personne handicapée parce qu'elle ne savait même plus où étaient les limites de son corps. Elle était tout le temps dans l'extase. C'est très agréable pour elle, mais pour les gens qui étaient autour d'elle. Et on parlait d'Eckhart Tolle, par exemple, qui, lui, a un don pour être plus dans sa conscience esprit que dans sa conscience mentale. Mais il dit que si quelqu'un, par exemple, s'il doit aller à quelque part et qu'il n'a pas sa femme ou quelqu'un ou son assistante avec lui, il va certainement pas y arriver parce qu'il va être à l'aéroport, il va commencer à voyager dans son esprit, etc. Et puis, il va louper son avion. Donc, le mental, on en a besoin, mais on n'a pas besoin d'en faire le CEO de notre vie. C'est ça. Et il y a plein d'exercices dans Devenir génial, dans les retraites que je propose, ou les ateliers que je propose, qui sont très agréables, qui finalement donnent un peu plus de pouvoir à notre conscience-esprit, à la spontanéité, à la nouveauté. Oui. Ah, c'est super. On reviendra sur tes ateliers et tes retraites, mais je voulais juste rebondir quand tu es sur ta barque et puis qu'on te dit d'écrire ce livre. Et, moi, j'ai vraiment vécu un truc similaire où, quand j'ai vraiment compris que je dois écrire le livre, je dis, mais punaise, demande à ma voisine. Enfin, vraiment, c'était pourquoi tu demandes à moi? Il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça. Moi, qu'est-ce que je peux écrire? Et puis, effectivement, d'accepter ça et dire, voilà, d'entendre. Moi, j'ai dû être dans le silence aussi pour entendre ça, parce que sinon, j'entendais pas. Puis, mais il y a quand même un truc qu'on sent, d'où ça vient. Et puis que tu parlais de cette sagesse de la conscience, de l'esprit. Et c'est vrai, on sent que c'est sage et qu'on va le faire. Puis on arrive bien, je trouve, au bout d'un moment aussi, à tout de suite dire au mental ou le rassurer, dire oui, je sais que tu es là, tu as besoin de ta place, je vais te la donner, t'inquiète pas, mais laisse-moi aller où je dois aller et laisse-moi faire ce que je dois faire, laisse-moi partir en Irlande, laisse-moi écrire ça. Ça, c'est on a déjà... Je t'oublie pas. Oui, je vais avoir besoin de toi. C'est vrai que c'est important. J'aime bien quand tu parles de trouver cet équilibre. Quand on en est à se faire ce type de réflexion, c'est qu'on a déjà bien avancé. Parce que souvent, en fait, le mental résonne sans qu'on s'en rende compte. Si tu veux, si tu n'avais pas fait tout ce chemin avant d'avoir l'intuition que tu devais écrire un livre, il est fort probable que tu aurais reçu l'intuition, tiens, il faut que j'écrive un livre, puis tout de suite derrière, ton mental aurait passé le rouleau compresseur. En effet, je l'avais reçu 6 ans avant quand même. Tu vois, je ne l'ai pas écrit la première. Et là, je me suis dit aussi que cette conscience ou ce champ universel ou ce web, comment tu dis toi, le web de l'univers. Le web de l'univers, voilà, j'adore, vraiment j'adore. Le web de l'univers, il lâche pas le morceau, hein. Parce qu'il est revenu quand même pendant 6 ans régulièrement. J'ai dit non. Après avoir pris un certain nombre de décisions aussi, avoir fait un certain chemin, moi, j'ai décidé en mai 2021 que j'allais dire oui aux demandes du web de l'univers. Ouais. Vraiment. Et puis, la prochaine fois qu'elle m'a demandé d'écrire un livre, je dis, puisque j'avais pris cette décision consciente de dire oui au web de l'univers, je n'avais plus qu'à passer à l'action. Exact. Là, c'était clair. J'allais pas dire une xème fois, chercher une excuse ou laisser mon mental me dire de ne pas le faire. Si tu veux, on peut dire qu'il ne lâche pas le morceau. Le web de l'univers, il a de l'information sur notre vie. Cette information, elle est là en permanence. En fait, cette information n'est même pas soumise au temps, si on va chercher plus loin. Donc, même si on la loupe,
Elle revient. Elle est là. Bah oui. Elle est là. Donc, on la loupe. Et puis, 6 ans après, on a fait du travail sur soi. Le mental est un peu moins encombré. encombré. Et puis, on la re-rencontre, cette Oui, information. Puis, cette fois, on la suit. Oui, donc, c'est ça. il n'y a pas de microdata. C'est ça qui est sympa. C'est génial. Ouais. Ah, mais j'adore cette conversation. Mais t'imagines même pas. Bon, alors, on va revenir, puisque, effectivement, suite à ce livre, tu as mis en place des retraites, des ateliers sur une journée ou des formations en ligne. Ou alors des retraites sur ces 2 jours ou 3 jours. Alors, je fais des ateliers sur une journée et puis je fais des retraites sur 3 jours, du vendredi au dimanche. D'accord. Ouais, le vendredi après-midi au dimanche. Effectivement, le livre contient tout. Hein. Donc, je dis aux personnes, si vous êtes capable de faire vous-même, le livre est complet. Je n'ai pas écrit le livre en disant, tiens, je veux vendre des retraites derrière. Mais ce qui s'est passé après la publication du livre, c'est qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, c'est super, mais quand même pour faire les exercices, ce serait mieux d'être accompagné. Oui. Et là, j'ai dit, pourquoi pas, alors faisons un atelier. Et j'ai commencé à inviter les gens chez moi. Je prends une dizaine, en 10 et 12 personnes, les samedis ou les dimanches chez moi. Et ça a pris de l'ampleur. C'est-à-dire que maintenant, j'ai de la peine à dire oui aux demandes que j'ai. Et puis, on s'est aussi rendu compte que les ateliers, c'est bien, mais une journée, c'est court. Et les gens m'ont demandé des retraites. Alors là, j'ai organisé quelques retraites. Alors, je mets de plus en plus de dates, donc il y a quand même toujours des possibilités. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller sur mon site web et regarder quelles sont les dates de libre. Mais c'est vrai que, alors la retraite, je me dis, si on fait des retraites, c'est sûr qu'on va devenir génial, mais on va devenir génial en se faisant vraiment plaisir. Et là, j'ai choisi des lieux dans la nature, où on mange bien, où on dort bien, avec un spa, etc. Donc, c'est des très beaux week-ends. Ça donne envie. Ça donne envie. Moi, ce qui me donne envie aussi, ça serait de t'accueillir chez Bibloom pour une journée, ou pas pour une retraite, parce qu'il n'y a pas le spa, il n'y a pas tout ça. Ça donne vraiment, ça donne vraiment envie. Je suis sûre que les gens qui écoutent ça, ils doivent se dire, ah ouais, si chez Bibloom, ça serait super. Alors, on va voir. Je ne sais pas si... disons, l'atelier d'une journée est assez facile à mettre en place. Ce qui est un peu plus difficile pour moi ces temps, c'est que... De trouver du temps. Comme c'est des ateliers et que les gens travaillent, ça fonctionne principalement sur le week-end. Et ce qui fait que mes week-ends sont très hypothéqués. Sont bien occupés. Mais on va trouver une date. Il faudrait peut-être être un peu patient, mais on va trouver une date. Ah, génial. C'est un scoop alors, ça. On va trouver. On peut le faire, c'est sûr. J'adore. Bon, là, il y a 80 mètres carrés chez Bibloom. Je ne sais pas combien de personnes ça te permet d'accueillir, mais en tout cas, moi, je serais ravie de proposer ça à Bulle. Bon, OK. J'aimerais quand même revenir sur... Ça pas tellement... Avant, on va revenir plus les pieds sur terre, j'ai envie de dire. Mais c'est ce qu'on a enregistré dans notre faux départ. Parce que quand on s'est rencontrés à Vevey, là, qu'on est allé boire un café, moi, je t'ai questionné sur ton métier d'entrepreneur. Tu étais dans quel domaine? Donc, tu l'as un peu mentionné là, mais je suis sûre que ce n'est pas si clair que ça pour les gens. Tu faisais des études sur le comportement des voyageurs. Des voyageurs, voilà. J'aimerais bien que tu quand même revenir là-dessus parce que moi, je ne sais pas pourquoi, ça m'a bluffé en fait, qu'il puisse exister une entreprise qui fait ça. Donc, raconte-nous à la tête de quelle entreprise tu étais. J'étais à la tête d'une entreprise qui s'appelle Mindset, qui a son siège à... Mindset quand même déjà. Mindset déjà, oui. Mais on est quand même dans la recherche comportementale. Donc, et puis, on faisait de la recherche comportementale sur les voyageurs dans le domaine du voyage aérien. C'est-à-dire qu'on avait comme client des aéroports, on avait toutes les marques qui vendent en duty free, on avait les compagnies aériennes et les constructeurs d'avions. L'idée, c'était de vraiment comprendre les besoins des voyageurs et le genre de projet qu'on faisait. Le plus gros projet que j'ai eu, c'est de travailler avec Boeing sur l'élaboration de leur nouvel avion, le 787. 787 pour nos amis français. Je ne sais pas si tu en as. Oui, bien sûr, il y en a. À l'écoute. Et même des Genevois. Autrement, des compagnies aériennes qui voulaient refaire l'intérieur de leurs avions, qui voulaient modifier leurs services, etc. Les aéroports pour les services qu'ils pouvaient offrir aux passagers alors qu'ils attendaient l'avion. Et puis les marques en duty free pour comprendre finalement quels étaient les produits qui avaient le plus de chances de répondre aux besoins des voyageurs, qu'est-ce qu'ils pouvaient placer dans les magasins duty free. Ouais. Et concrètement, ça se passait comment? Donc, tu as un de tes clients qui t'appelle et dit de faire une étude sur le comportement des gens. Donc, toi, tu fais cette étude, tu analyses le comportement humain
dans un avion. Concrètement, ça dépend beaucoup des projets. Déjà, on avait beaucoup de données, toutes les données de trafic, de statistiques, combien de personnes passent par jour, par heure dans les aéroports, quelles sont leurs données sociodémographiques. Puis après, on allait plus loin, mais par exemple, si pour le 787 de Boeing, ils avaient carrément fait à Seattle une réplique de l'intérieur de l'avion, et puis on faisait venir des voyageurs à Seattle et on leur montrait les différentes possibilités. Une des grosses questions, c'était par exemple, ils avaient la possibilité de faire les hublots à peu près 30% plus grands que les hublots traditionnels, mais ça coûtait cher parce que ça changeait la structure de l'avion. Donc on mettait les gens dans un modèle traditionnel, on les mettait ensuite dans la maquette avec les hublots 30% plus grands. Puis après, on avait toutes sortes de questions pour comprendre si vraiment ça apportait un gros plus. L'ultime question de Boeing à ce moment-là, c'est est-ce que ce gros plus peut être rentable? C'est-à-dire, est-ce que je peux ensuite vendre mes avions plus cher, sachant que les passagers préféreront voyager dans ces circonstances-là que dans les circonstances traditionnelles. Moi, ça me bluffe. Puis donc après, vous alliez jusqu'à rendre donc, tous les résultats de ces études et la proposition, si oui ou non, ça vaut la peine de faire ces hublots 30%. Vous alliez jusque-là, ouais. Bien sûr. Tu sais, mais mon esprit part dans tous les sens, je peux te dire, parce que là, c'est assez dingue. Moi, je suis bluffée par ça, en fait, de savoir, d'apprendre tout d'un coup qu'il y a des entreprises qui font ce genre d'études-là. Ça, je sais pas, ça me bluffe. Mais en plus, rien à voir. Mais aussi peut-être des gens qui ont lu mon livre, donc, ou qui me connaissent. Moi, j'avais un ami extrêmement proche, que j'ai rencontré en Espagne, qui venait de Toronto, mais qui a fini par habiter à Seattle dans son parcours de vie incroyable. Cet homme-là, Ken, il a fait des choses incroyables dans sa vie. Il a fini à Seattle où il travaillait chez Boeing et j'ai été visiter. Il m'a fait visiter Boeing à Seattle. Et donc, j'ai vu, entre autres, comment il traitait les gens. Il y avait des cours, je me rappellerai toujours de cette image-là, il y avait des grandes halles comme ça et il donnait des cours de gym aux gens dans la halle, en fait. Donc, il y avait une sonnette comme ça, c'est l'heure du cours de gym, mais tout le monde allait se mettre en rond, puis il y avait ces cours de gym au milieu de la halle chez Boeing. Et voilà, j'atterris là maintenant, au Mont-Pèlerin, face au lac Léman, et David Perroux me parle d'une expérience. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on arrive là, parce que, voilà, enfin, moi, je trouve que toute cette ville est quand même incroyable. Donc, une pensée pour Ken, qui est décédé il y a quelques années en arrière maintenant, et dont je parle dans le livre parce que c'était une très belle amitié. Ça me met un peu dans tous mes états. Bon, est-ce que, pour conclure peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager encore avec le monde de Bibloom? Disons, on a couvert beaucoup de sujets. Ah oui, on est parti loin. Moi, ce que je veux partager principalement, c'est qu'il y a et je le dis dans Devenez génial, c'est qu'il y a des solutions vraiment simples pour remettre l'équilibre. Comme on l'a vu, toute la société actuelle est beaucoup trop dans le mental. Il y a l'avènement des intelligences artificielles qui fait que la conscience mentale, l'intelligence QI, a des risques d'être produite par des machines. Oui. Donc il y a un besoin sociétal de revenir à plus d'équilibre. On a besoin de se reconnecter à nos autres formes d'intelligence. Et au fait, c'est pas difficile. Les gens pensent tout de suite qu'il va falloir apprendre à méditer, à faire le vide dans ses pensées. Non, il y a vraiment des chemins d'accès qui sont tout simples. En quelques minutes, en conférence, je donne pas mal de conférences. Souvent en conférence, je fais faire 2-3 exercices aux gens, donc c'est des conférences ateliers, et je leur montre qu'en moins de 3 minutes, ils peuvent déjà changer d'état de conscience. D'accord. Donc n'ayez pas peur quand si vous-même vous avez jamais essayé de faire de l'espace dans vos pensées pour avoir ces guidances de la vie, du web de l'univers. N'ayez pas peur, c'est pas un long chemin, c'est pas un truc compliqué, la méthode est assez simple. Ouais. Pour moi aussi, ça c'est important. De faire ce qui est simple, parce que sinon on va jamais, on croit qu'on doit monter au sommet de l'Himalaya en 2 jours. Enfin, ou on croit qu'on doit devenir un maître spirituel. Puis ça nous démoralise. On n'ose pas. On n'y va pas. En plus, on ne sait pas trop si on y croit ou pas. Et puis,
Et puis, Donc- j'adore aussi ce que tu dis, parce que du coup, ça nous fait moins peur. Cette intelligence artificielle, elle nous fait peur quand même. Dis, punaise, on va être remplacé par des machines, c'est terrible. Mais là, ça fait moins peur, puisque c'est facile d'accéder à autre chose. Puis on peut se dire, mais alors l'intelligence artificielle, elle va remplacer notre mental. Enfin bon, Ouais. tant mieux qu'on puisse libérer des choses qui nous prennent la tête comme les ordinateurs qui font un certain nombre de choses pour nous. Mais du coup, on n'a plus peur de ça, parce que si on accède à notre génie, Mais si on accède à notre génie, il n'y a absolument aucune crainte à avoir au niveau de l'intelligence artificielle. justement, Moi, je vois l'intelligence artificielle comme une opportunité. c'est ça. Ça devient Vu une qu'on opportunité. on devient un peu, en fait, on est des vaches à lait, on traite notre intelligence et on nous demande souvent de travailler énormément pour en produire. Oui. Dès le moment où on aura plus besoin de notre intelligence intuitive, il faudra qu'on nous permette de la créer. Et on ne crée pas de l'intelligence intuitive en étant stressé, en faisant mettre au boulot dodo. Ça, non, Ça c'est sûr, ça ne joue pas. Donc, pour moi, c'est une opportunité de revenir à l'équilibre en tant que société, de devenir une société plus calme, plus apaisée. Waouh! Oh, mais c'est inspirant. Moi, je dis, là, on est vraiment en train de changer le monde avec des gens comme toi. Mais c'est magnifique. En tout cas, donc, on va pas trop dire de date parce que je sais pas exactement quand est-ce qu'il va être publié, mais sur ton site qui est extraordinairement bien fait, il y a vraiment toutes les dates pour les ateliers que tu fais, les retraites, les conférences, tout ce que tu proposes. C'est super bien fait. On peut voir tous les résumés de tes livres. Ça donne envie de les lire tous et on peut cliquer très facilement sur acheter le livre. Donc, vraiment, on peut se faire plaisir dans ton univers. Et puis, quoi d'autre? Juste merci, quoi. Merci à toi, c'était très agréable. Ouais, et bonne route. Il y a un prochain livre qui est en train de se préparer ou... Il y aura un prochain. Devenez génial, c'était vraiment une parenthèse. Je suis romancier, donc il y aura un prochain roman. Actuellement, je suis un peu pris dans le flot de Devenez génial. J'avais pas imaginé que je donnerais autant de conférences, d'ateliers et de retraites. Et c'est très bien. Je suis dans ce partage-là actuellement, donc j'écris moins vite. Mais il y a un roman qui va sortir, c'est sûr. Bon, alors, je reviendrai, pourquoi pas. Exactement. Avec plaisir. En tout cas, merci de tout cœur, David. Merci à toi, vraiment. Diane. Merci. Très agréable. Et puis, on vous envoie tout plein d'amour, comme d'habitude. À bientôt. Et voilà. Comme tu as pu t'en rendre compte, cet échange m'a fait monter bien quelques échelons sur ma fameuse échelle de l'enthousiasme. Un pur régal de moments d'échange et de partage authentiques et spontanés, profonds et légers en même temps, comme j'aime tant. Au terme de notre échange, nous avons sorti nos agendas et trouvé très facilement une date pour offrir l'atelier Devenez génial chez Bibloom. Ce sera le dimanche 23 juin et je m'en réjouis déjà tout plein. Tu trouves les informations et le formulaire d'inscription dans le texte d'accompagnement de ce podcast. À bientôt!